Je m'appelle Evelyne Kinder, je suis spécialiste en microtoxicité. Je suis infirmière indépendante et posturologue. Qu'est-ce que la microtoxicité? C'est tous les petits toxiques, les toxiques que l'on acquiert par la nourriture, par l'air ambiant, et qui petit à petit créent des problèmes de santé, qui peuvent aller de problèmes de santé diffus à des problèmes de santé graves. Comment suis-je venue à ce métier? Il y a un très long parcours derrière moi, très très long, qui date d'il y a 18 ans déjà. Lorsque j'étais bébé, toute petite fille, j'ai déjà été contaminée dans le ventre de ma maman et j'étais un bébé très sensible, contaminé par un produit que l'on donnait aux mamans qui avaient des bébés qui risquaient de partir trop vite, de sortir trop rapidement. Conservation de grossesse, on appelle cela. Et ce médicament était dangereux pour le bébé. Donc j'étais très réactive, j'étais devenue très réactive. Une exsanguinotransfusion, d'autres problèmes encore après la vaccination. Donc j'étais un bébé très sensible. Et j'ai grandi, et à l'âge de 5 ans, c'est comme si je savais que j'allais vivre des grandes difficultés, mais j'étais déjà passionnée au niveau médical, paramédical. À 5 ans, je désirais être infirmière, je désirais soigner, l'être humain m'intéressait. J'avais beaucoup de passion pour observer, pour écouter l'individu, depuis toute petite. Je désirais être infirmière et ce rêve s'est réalisé qu'à l'âge évidemment de 19 ans que j'ai pu commencer ces études. Avant, j'étais à l'école supérieure de commerce et déjà là aussi, je passais du temps en bibliothèque pour étudier le corps humain. Mais je le faisais évidemment en dehors de mes heures d'école et personne ne le savait. Plus tard, à l'école d'infirmière, j'ai senti qu'il y avait certains problèmes de santé qui commençaient à surgir, entre autres des gonflements, différents problèmes de concentration, et puis des douleurs qui apparaissaient, et je ne comprenais pas pourquoi. Plus tard, j'ai appris que dans le dernier service où j'ai travaillé, il avait été gravement contaminé au mercure par des thermomètres cassés. À ce moment-là, nous utilisions les thermomètres à mercure. Et quand des thermomètres se cassaient, nous les prenions sans trop de précautions et mettions le mercure dans des boîtes, semblait-il hermétiques, mais qu'il ne l'était pas forcément toujours. Et une de ces boîtes était certainement tombée par terre. Le service entier avait été contaminé au mercure. De graves problèmes de santé ont surgi dans ce service au niveau du personnel. Mais nous l'avons su que bien plus tard. Je me suis mariée et nous sommes partis, mon mari et moi, en Angleterre. À ce moment-là, quand nous sommes revenus, j'avais les cheveux roux. Mon père ne m'a pas reconnue à l'aéroport et mon mari perdait ses cheveux. Et là, ceci m'a intriguée. Nous avons appris plus tard que dans l'école où nous étions, il y avait un taux de cuivre dans l'eau très élevé. Donc déjà là, je m'étais dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est comme si je devais me préparer petit à petit à ce problème de toxicité et pouvoir le comprendre dans ma peau toujours. Lorsque j'ai travaillé en étant enceinte du premier enfant, j'ai commencé à me sentir très mal dans le service où je travaillais. Plusieurs personnes aussi. Et entre autres, on avait suspecté une leucémie chez moi. Ce n'était pas le cas, mais des symptômes d'immunité déficiente apparaissaient. À ce moment-là, je travaillais aux soins intensifs. Et je sentais que le bébé qui était en mon sein était peu bien. Je saignais, j'ai commencé à saigner, j'ai risqué de le perdre. Le gynécologue m'a dit, si vous allez perdre votre enfant, je n'ai qu'une solution, c'est de vous faire arrêter 4 jours pour voir si votre bébé va rester ou non. Et pendant ces 4 jours, les hormones de grossesse qui n'augmentaient pas, les HCG, ont augmenté de 8 000 à 38 000. Donc voilà,
je commençais à vomir et j'ai su que mon bébé allait rester dans mon sein, mais malheureusement, on m'a donné des vitamines parce que les infirmières n'ont pas le droit de s'arrêter de travailler. Donc, vu que je vomissais énormément, on m'a donné des vitamines avec un colorant douteux dedans et 10 fois la norme de vitamine A. Ceci, évidemment, nous l'avons compris bien après. J'ai commencé à avoir des démangeaisons sur tout le corps. Je dormais 2 heures par nuit. Et j'ai commencé vraiment à me demander si c'était mon corps, puisqu'on me disait, voilà, tu as des problèmes hormonaux certainement, ou s'il y avait un facteur extérieur. Et j'ai cherché. L'esprit de recherche que j'ai toujours eu depuis petite, à vouloir comprendre les choses plus loin, est devenu quelque chose de très utile à ce moment-là. J'ai observé, comme j'observais dans le passé, mais encore plus. Et en observant mes collègues, j'ai vu qu'elles aussi, elles se grattaient, peut-être moins que moi, mais elles aussi. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème dans les vitamines petit à petit. Ce colorant dangereux avait créé une hépatite et l'excès de vitamine A aurait pu même tuer l'enfant ou créer des problèmes de déformation chez mon enfant. J'aurais été dans un grand centre hospitalier, on m'aurait fait avorter de cet enfant. Mais il m'a été permis de le garder. J'ai dû apprendre à ce moment-là à rechercher au niveau nutrition qu'est-ce que mon corps supportait et qu'est-ce qu'il ne supportait pas. J'étais devenue comme une chatte, instinctive. Et dès que je prenais un aliment qui ne convenait pas, je partais dans une crise d'urticaire à me couper le souffle. Il y avait aussi des hématomes qui ont surgi partout sur le corps, des hématomes spontanés et d'autres problèmes dus à l'hépatite. J'ai terminé cette fin de grossesse en ne mangeant pratiquement que du riz, que des aliments salades, même sans sauce. Je ne supportais rien d'autre que cela. Mais je suis arrivée tant bien que mal à la fin de la grossesse et j'ai accouché d'une petite fille qui s'appelle Laura. Après l'accouchement, il y a eu une erreur de suture, où les soins postpartum ont mal été donnés. Et je me suis retrouvée avec une infection grave de l'utérus. Lorsque mon bébé est né, mon mari a filmé après la naissance, les tests neurologiques qui s'appellent APGAR. Et ce n'est qu'à l'âge de 7 ans que nous avons constaté, en regardant la vidéo, que notre petite Laura avait de graves problèmes neurologiques. Aucune réaction du côté droit de son corps, aucune marche spontanée, des problèmes pour téter. Elle mettait 1 heure par tétée, donc je faisais 6 heures de tétée par jour. Elle s'endormait au sein, problème d'éveil. Et surtout, c'était un bébé qui criait, qui pleurait toutes les 20 minutes. Je voyais que cet enfant souffrait. Je voyais que je ne pouvais rien faire pour l'aider. Je ne pouvais que la prendre dans mes bras, pleurer avec elle par moments. Et je me suis dit, je dois comprendre. Qu'est-ce qu'il se passe chez elle? En même temps, j'étais moi-même très malade. Je commençais à perdre connaissance dès sa naissance. Je perdais régulièrement connaissance, je vivais agrippée au mur, ou alors je ne pouvais discuter avec quelqu'un sans m'asseoir. Mon bébé a été vacciné à l'âge de 1 mois. Diphtérie, tétanos, polio. Et mon bébé s'est mis à pleurer encore plus. Je ne savais plus que faire de cet enfant. J'étais épuisée. Et cet enfant m'a beaucoup appris, jusqu'à aujourd'hui encore. Elle m'a appris à observer, à percevoir qu'est-ce qui se passait. Je la prenais contre moi et je priais, je suis chrétienne, et je priais beaucoup pour savoir qu'avait mon enfant. Ce bébé, je l'ai massé. Je me suis mise à la masser. Je ne savais pas pourquoi, mais je me sentais poussée à masser cet enfant comme pour la réveiller. À la 2e vaccination, mon bébé a commencé des symptômes de mort subite. Elle était dans sa baignoire, elle rigolait, elle était gaie, à la fois elle était très gaie et à la fois elle pleurait de douleur, on ne pouvait plus la consoler, elle était absolument inconsolable. Et dans cette baignoire, très souvent elle se mettait à gesticuler très fort et tout à coup, il y avait une absence. Elle ne respirait plus. Son regard
devenait vaseux, puis ses yeux se révulsaient, et elle était flasque. Mon bébé était mort dans mes bras. Heureusement, en milieu hospitalier, il m'a été permis de voyager d'un service à l'autre très rapidement. J'étais tellement passionnée que mon sport était vraiment d'apprendre le maximum de données et surtout d'apprendre à gérer le stress en cas de grave accident. Les soins intensifs m'avaient beaucoup appris. Donc je réanimais ce bébé régulièrement. Je le réanimais tellement régulièrement que ça devenait une routine. Pour notre famille, c'était une routine que mon mari parte au travail, me surélève les jambes et parte directement, après m'avoir surélevé les jambes, par terre. Et je me réveillais et j'entendais mon bébé hurler. Il m'arrivait de partir à quatre pattes pour aller chercher mon bébé, l'attraper par ses couches et le coucher à côté de moi. Je vivais couchée le plus possible la journée et je combattais. À chaque moment où j'avais de l'énergie, je donnais le plus possible à mon enfant. Et je donnais peut-être plus qu'à un autre enfant, parce que j'avais souci. J'avais souci de ne pas arriver à lui donner ce qu'il fallait. Ce bébé qui tétait 6 heures m'épuisait. Elle ne supportait rien plus tard au niveau alimentaire. Tout a été difficile, que ce soit la croissance, que ce soit les dents. Lorsque ces dents ont poussé, je dirais que chaque dent a été un accouchement. Je vivais couchée, seule. Je me sentais très seule, mais je n'étais pas seule. En tant que croyante, je crois que Dieu m'a envoyé régulièrement une personne pour me soutenir, pour m'encourager, pour prier avec moi et pour moi. Mon lit était un véritable champ de travail pour mon bébé. Je lui apprenais le maximum de choses. Lorsqu'il a fallu manger à la cuillère, c'est comme si elle ne supportait rien. Elle ne voulait que le sein. Elle était rivée au sein constamment. Je m'épuisais de plus en plus. Je perdais des forces. À l'âge de 2 ans, j'ai pu sevrer Laura, enfin, mais je voyais qu'elle réagissait très très mal à tout aliment. Comme je vous disais, j'étais comme une chatte, donc je prenais cet enfant contre moi, et j'en étais à un point où je percevais que lui donner dans sa bouche et à quel moment. On appelle ça instinct. Pour moi, c'était plus que de l'instinct. À l'âge de 2 ans, Laura est tombée sur ses fesses. Quand j'ai vu cette chute, j'ai eu peur. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important qui s'était passé. Et en effet, depuis ce jour-là, elle s'est mise à hurler sur les toilettes 2 heures par jour. Et pendant 2 heures, nous ne savions que faire. Alors, mon mari avait trouvé moyen de la faire jouer sur son pot. Tout était difficile. Nous ne comprenions pas pourquoi. J'ai dû devenir posturologue afin de comprendre l'équilibre du corps, observer mon enfant, comment elle marchait, comment elle se tenait. Et au travers de ces cours, j'ai énormément appris. Ces cours ont été une base pour la suite. Mon enfant ne grandissait pas. Oui, notre Laura ne grandissait pas bien du tout. Surtout après la vaccination. Heureusement, le pédiatre, après la 2e vaccination, m'avait dit, écoutez, les vaccins protègent les statistiques, mais je ne suis pas sûre pour votre enfant que ce soit juste de continuer. Je suis encore reconnaissante à ce pédiatre aujourd'hui, qu'il m'ait donné le conseil d'arrêter. Laura, on la voit du reste dans les photos, donner la main à des petits garçons du même âge qu'elle. Ou une autre photo montre un enfant d'1 année plus jeune qu'elle et qui est déjà plus grand qu'elle, et un enfant d'1 année plus âgé qu'elle et qui est beaucoup plus grand qu'elle. Tout le monde s'inquiète, elle ne grandit pas parce que tu lui donnes pas ceci, cela. Je subis les pressions que toute maman subit, évidemment, même quand l'enfant va bien. Elle ne supporte pas grand-chose.
Elle est très sensible, on appelle ça hyperacousique. Tous les bruits l'agressent. Je suis obligée d'apprendre à lui parler tout doucement. Elle part dans des symptômes étranges, où je me dis, mais c'est bizarre. Il y a le même fantôme chez elle et chez moi qui nous ronge, quelque chose qui nous ronge je ne sais quoi. Je ne savais pas l'histoire du mercure à ce moment-là. Et mon enfant prend un objet et reste des heures sur le même objet répétitivement. C'est comme si elle ne s'intéressait pas assez aux choses autour d'elle. Et pourtant, elle part, elle court partout, elle ne fait que de courir, de bouger. Alors on dira, elle est éveillée. Surtout qu'elle est gaie. À la fois elle est gaie et à la fois elle pleure vite. Malgré tout, nous désirons un deuxième enfant. Esther est née, notre deuxième petite fille. Contrairement à Laura qui ne dormait pratiquement pas, Esther est un bébé qui dort continuellement. À l'âge d'une année, elle dormira 19 heures par nuit. Et comme vous le verrez plus tard lors de l'exposé par rapport aux métaux lourds, à l'intoxication, j'avais deux bébés extrêmes, l'un qui ne dormait pas et l'autre qui dormait trop. Et vous verrez, les symptômes sont complètement opposés, le trop et trop peu. Nous allons aussi voir l'hérédité des métaux lourds, l'hérédité des toxiques, parce que nous héritons des métaux lourds d'il y a 150 ans en arrière, lorsque les premiers amalgames avaient été posés dans la bouche de nos arrière-grand-mères. Et l'hérédité est quelque chose de terrible, parce que nous n'avons aucun moyen de déceler la quantité de toxiques qu'il y a dans le corps d'un individu. Nous n'avions aucun moyen. Esther grandit. Elle aussi, il y a une impression qu'il faudrait la masser plus, qu'il faudrait la réveiller. Et cet enfant sourit et semble quand même éveillée à la vie. J'essaye de voir si elle, en dormant 19 heures par jour, si elle est vraiment dans les normes. Et au contraire, cet enfant est en avance. À l'âge de 4 ans, elle se met à même lire des livres d'adultes. Elle a un côté, au contraire, surdoué. À l'âge de 2 ans, à nouveau, un accident. Esther tombe sur la tête. Nous avions déménagé dans un appartement où la boussole, en traversant l'appartement, ne savait plus où était le nord et le sud. Et Esther, en arrivant dans cet appartement, si vous pensez à l'hérédité des métaux lourds, avait certainement des métaux lourds dans le cervelet et dans l'oreille interne, a commencé à perdre l'équilibre dû à l'électromagnétisme. Elle a commencé otite sur otite, elle ne dormait plus subitement, elle ne dormait plus. C'était plus du tout le même enfant. Et lorsqu'elle a fait cette chute sur la tête, le strabisme qu'elle débutait s'est accentué. Nous n'étions plus à ça près, il semblait que tous les jours il y avait quelque chose qui nous arrivait dessus. Mais nous savions au fond de nous qu'il y avait une raison. Nous n'avions pas si peur. Nous avancions tout droit, en nous disant si ceci a été permis, c'est qu'il y a une raison. Ça va être utile. Au fond de moi, une petite voix me disait que ça serait utile. Il fallait que je comprenne, il fallait que je cherche. Et encore une fois, cet esprit de recherche a ressurgi. Pourquoi ? Pourquoi ce strabisme ? Et c'est ce qui nous a permis de découvrir le problème électromagnétique. Le voisin au-dessus de nous est décédé de mort subite. Le voisin d'à côté d'un cancer. Tout le monde allait mal dans ce bâtiment. Nous n'avions pas compris le problème géobiologique. Et c'est ce problème géobiologique qui m'est utile encore aujourd'hui, de comprendre où les gens vivent. Pourquoi sont-ils mal ? Observation, observer. Tel était toujours mon travail. Je me suis rendu compte quand Laura a eu 6 ans. Elle avait récupéré au niveau des selles et des urines, elle arrivait à aller aux toilettes plus facilement, grâce au cours de posturologie. Maintenant, le problème était sa concentration. Elle ne pouvait, à l'âge de 6 ans, se concentrer. Elle perdait des urines. Et subitement, au bout d'une demi-heure de concentration, et parfois moins, elle était absente, complètement absente. Et nous avons très vite compris qu'il fallait prendre soin au niveau scolaire aussi, de travailler au niveau de la scolarité. Nous avons été guidés d'une manière surprenante, je n'ose décrire. Nous avons atterri dans un cours Montessori au sud de la France,
où on apprend aux parents à enseigner leurs enfants. Je me suis rendu compte que après la chute d'Esther aussi, que j'avais un enfant à difficulté scolaire et l'autre enfant qui était hyperactive. À l'âge de 2 ans, quand Esther est tombée sur la tête, elle n'arrivait carrément plus à se concentrer du tout. Elle a perdu le langage pendant plusieurs semaines. Elle qui parlait pratiquement couramment. Et subitement, elle n'était vraiment plus elle-même, hyperactive. Elle tapait, elle détruisait tout autour d'elle. Je ne pouvais pas dire bonjour à quelqu'un que déjà, je devais toujours m'agripper à elle avec une main que déjà elle faisait une bêtise. Nous avons pris les cours Montessori au sud de la France. Et à ce moment-là, j'étais très malade. Nous avions découvert l'intoxication au cuivre par une analyse de cheveux. Le laboratoire en question m'a appelé en disant « Mais c'est incroyable, vous avez 1550% au-delà de normes de cuivre dans le cheveu. D'où venait ce cuivre ?» Nous avons recherché le pourquoi. Ces laboratoires avaient un problème avec ces machines et grâce à une recherche que j'avais faite pour eux, ils étaient ravis parce que j'avais en guillemets sauvé leur machine qui coûtait très cher. Et cette recherche s'était avérée correcte. Le résultat les a beaucoup aidés. Donc, ils m'ont dit, fais les analyses que tu veux. Pour toi, pour te guider. Et je me suis mis à faire des analyses de cheveux autour de moi dans le quartier parce que je sentais que les gens autour de moi n'étaient pas très bien. Et je sentais que chacun me disait, mais moi aussi j'ai ce symptôme, moi aussi j'ai ce symptôme. J'avais des listes de symptômes épouvantables, très longues. Et nous avions retrouvé un taux de cuivre très très élevé dans le cheveu de tout le monde. Mais j'étais évidemment celle qui avait le plus de problèmes. À ce moment-là, alors, j'ai fait l'analyse de l'eau et c'est là que j'ai retrouvé 2,4 mg de cuivre par litre d'eau. Pendant la grossesse, lors de l'hépatite, j'avais bu 4 litres d'eau pour éliminer ces crises d'urticaire, pour m'aider. Mais dans cette eau, je m'intoxiquais au cuivre. Et le cuivre crée des problèmes de reins, essentiellement. Peut créer l'hyperactivité, en effet, chez l'enfant. Et je voyais bien, de fil en aiguille, j'avais aussi compris, lorsque Laura buvait petit un verre d'eau, et tout à coup, elle n'était plus elle-même. Elle était brusque, alors que c'était une enfant très douce et sensible. Alors je me suis dit, voilà, je ne bois plus d'eau du robinet. Mais pourquoi, à ce moment-là, je commençais à perdre la vue? Je perdais beaucoup d'ouïe aussi. Mes 5 sens ne fonctionnaient plus bien. Chaque année, je perdais de plus en plus une partie de ces 5 sens. Une sensibilité se perdait du côté droit, spécialement. Je faisais des tests neurologiques qui affolaient évidemment certains médecins, mais ils ne comprenaient pas ce que j'avais. Et je combattais en même temps pour des enfants, pour 2 enfants, qui allaient mal, très mal. Mais de l'extérieur, on ne voyait pas réellement le mal. Je combattais toute la semaine pour que le week-end, mes enfants puissent être le plus paisibles possible, vu qu'elles allaient rencontrer des personnes. J'essayais toujours de comprendre la cause. Et lorsque je devenais aveugle par moments, je voyais des flashs noirs de plus en plus longtemps. Il y avait une paix au fond de moi. Je préparais mon appartement comme si j'allais devenir aveugle. Et je me préparais au pire, mais sans crainte, avec une conviction que tout cela n'était pas par hasard. J'ai découvert qu'il y avait peut-être un problème dans mon corps. Quel corps étranger m'apportait du cuivre? Pourquoi, en arrêtant l'eau du robinet, ça allait mieux? Mais voilà que je perdais encore de plus en plus ces 5 sens. Alors, il m'est venu l'idée, pas par hasard non plus, de l'amalgame dentaire. Et si le cuivre venait de ma bouche? On me dit que non, il n'y a pas de cuivre, soi-disant, dans l'amalgame dentaire. Durant 6 mois, je perds encore du temps à essayer de comprendre, à drainer le maximum de cuivre avec les petits moyens que j'avais. Je ne connaissais pas grand-chose et les médecins ne savaient pas que faire à ce moment-là. Le cuivre est un bon conducteur au niveau électromagnétique. Et pendant ces 6 mois, j'observais mes enfants et j'ai découvert une électrosensibilité. Il faut savoir que le cuivre crée une réaction chimique avec
tous les métaux, ceux qui sont contenus dans l'amalgame dentaire. Ils font relarguer les métaux lourds de l'amalgame dentaire 50 à 100 fois plus vite et empêchent les métaux lourds de s'éliminer. Donc ces métaux lourds vont dans le cerveau, foie et rein, dans la cellule, et le corps ne les élimine plus. Donc aucune analyse à ce moment-là ne pouvait prouver l'intoxication à nouveau, à part le taux de cuivre dans le cheveu absolument effarant. J'ai réalisé le problème électromagnétique très rapidement dans la maison. Mon enfant, qui avait ce strabisme, se sentait beaucoup mieux lorsque j'éteignais les fusibles. Elle qui ne dormait pas se mettait à mieux dormir. Alors je me suis mis tous les soirs à éteindre les fusibles de toute la maison. Et je voyais que ça allait mieux, en effet. Lorsque j'allumais les fusibles, l'œil repartait. J'éteignais les fusibles, l'œil revenait. C'était étonnant. Nous avons fait un jeu avec mon mari régulièrement de comprendre qu'est-ce qui se passait. Comment ça se fait? Et je suis partie dans la nature, parce que l'école devenait impossible à la maison. Mes enfants ne pouvaient se concentrer. J'ai compris plus tard aussi que des voisins avaient des ordinateurs à gauche et droite, la salle où j'étudiais avec les enfants, et à ce moment-là, mes enfants devenaient hyperactifs, ne pouvaient se concentrer. Alors je partais dehors, dans la nature, dans la verdure. J'ai quitté la ville le plus possible, et je ne savais pas qu'à ce moment-là, 2 autres bébés, là où j'habitais, étaient aussi des morts subites, et qu'un de ces bébés était mort. Ma fille a appris à compter dans la nature, à écrire dans la nature. Et notre deuxième petite Esther, notre deuxième enfant, essayait de combattre avec moi, avec nous et avec Dieu. Elle essayait de se calmer, elle faisait des efforts inouïs, mais elle avait de la peine. Nous n'étions pas bien compris à ce moment-là. Nous vivions ce combat aussi que beaucoup de parents ont, de conseils, d'accusations. Esther mettait aussi beaucoup son pouce à la bouche, comme pour s'aider le plus possible à se calmer. Heureusement, petit à petit, nous avons eu des analyses. Analyse de cheveux, n'est-ce pas? Les 1500, 25% c'était dans le cheveu. L'eau du robinet était analysée. Nous avons retrouvé énormément de cuivre aussi, donc en Angleterre. Et à ce moment-là, aussi, j'avais des besoins de courir constamment. J'ai fait faire des rapports par des médecins pour essayer de prouver, de me faire comprendre par mon entourage. J'avais ces besoins de courir, alors on me disait, mais tu cours, tu vas bien. Et je leur disais, si je m'arrête de courir, je vais mourir. Tu exagères. Et j'ai prié un jour et j'ai dit, si j'exagère, si c'est faux, en effet, si c'est tout dans ma tête, comme on cherche à me le dire, eh bien, d'accord, je l'accepte. Mais j'ai une persuasion au fond de moi qu'il y a quelque chose de physique, mais que je ne comprends pas. Quelque chose de physique, où mes enfants ont le même problème, où je réunis les symptômes de mes 2 enfants. Je vous dis, c'était une liste, je n'ose décrire. Vous le retrouverez, cette liste, dans la prochaine conférence. Je courais des kilomètres tous les jours. Et je nageais 4 kilomètres de natation. Et je partais à vélo ensuite jusque haut dans la montagne. Et je continuais, je dormais peu et je marchais la nuit. Et si je m'arrêtais, je m'évanouissais. Alors je continuais. Mais je sentais que je frôlais quelque chose de très grave. En effet, je croise une ancienne professeure de chant. Elle me dit, mais comment ça se fait que tu cours tout le temps? Et je lui explique mes problèmes. Et elle me dit, attends, mon mari est professeur au Centre médical universitaire de Genève. Ils sont en train de faire une étude. Et je te propose d'être cobaye parce qu'ils cherchent des cobayes malades. Ils font une étude sur le système nerveux végétatif. Et en effet, on m'a couché sur un lit. Et on m'a relevé d'un coup. Et là, j'ai ressenti ce que je ressentais toute la journée depuis la naissance de mon premier enfant. Comme si mon sang descendait subitement. Et
j'avais appris à lutter, à compenser, une spécialiste dans la compensation totale. Je respirais. Et les chercheurs et les scientifiques qui étaient là, qui avaient réuni pour la première fois des machines de Russie, de je ne sais plus quel pays, pour faire cette recherche, m'ont regardé d'un air inquiet. Et lorsqu'on m'a recouchée, ils m'ont dit, écoutez madame, scientifiquement on ne sait pas comment vous arrivez à vivre. Vous avez un cœur solide, un cœur très solide. Et je leur ai tout de suite dit, s'il vous plaît, donnez-moi un rapport écrit. Ça ne me sert à rien d'entendre seulement. Je dois pouvoir aider mon entourage à comprendre mon problème. Je dois pouvoir aider les autres à comprendre pourquoi je ne peux pas leur donner ce que j'aurais voulu leur donner. Et il me montre ce rapport. Le rythme cardiaque était de 30 à 70 de seconde en seconde. Vous pouvez le voir sur le schéma, lorsqu'on se lève, les vaisseaux se contractent, artères et veines se contractent chez tout le monde, naturellement. Lorsqu'ils restent normaux, comme on est couché, non contractés, il y a évanouissement automatiquement. Chez moi, ils se dilataient, carrément. Ce qui expliquait le besoin de courir. Le besoin de courir me permettait de resserrer la musculature de mes jambes autour de mes vaisseaux. Et mon cœur compensait tous les jours. Chaque minute, chaque seconde était pour moi un miracle. Respirer devenait difficile. La nuit, mon mari me vidait même les poumons. Je commençais à avoir des paralysies même du diaphragme. Ces scientifiques ont eu l'humilité d'écrire à la fin de leur rapport. Nous ne comprenons pas jusqu'à ce jour, scientifiquement, ce qui arrive à cette dame. Plus tard, nous comprendrons, nous introduirons en Europe, nous aiderons des chercheurs à introduire des analyses qui prouveront le domaine de la toxicité. Parce que la plus grande difficulté parmi tous les patients que je suis, c'est de faire comprendre à leur entourage que ce qui leur arrive n'est pas psychique, mais bien physique. Alors nous avons introduit ces analyses plus tard, entre autres un test MELISA, qui est un test qui montre à quels métaux le patient est sensible. Plus tard, on pourra montrer que j'étais une sensible, très très sensible à tous les métaux lourds. Le problème de sensibilité électromagnétique, lorsque l'on est intoxiqué aux métaux lourds, est quelque chose d'ignoble, parce que l'entourage ne peut comprendre. Ça ne se voit pas, mais il faut observer. Et c'est ce qu'aujourd'hui j'essaie d'aider mes patients à faire, pour voir le degré de sensibilité électromagnétique. Oui, les métaux lourds se plaquent dans le cerveau et sont comme des antennes qui captent les ondes électromagnétiques. Il me devient impossible de faire des commissions. En ville, je risque de tomber. Donc je vais avec une amie faire les magasins. J'ai acquis qui m'est encore utile aujourd'hui, une dextérité pour regarder très rapidement tout ce qu'il y a dans les rayons et attraper ce dont j'ai besoin très rapidement. Ça m'est encore utile aujourd'hui. Je ne tarde pas dans mes commissions. J'ai appris à faire un repas très très rapidement. Heureusement, quelques amis viennent m'aider. Entre autres pour les commissions. Une amie se retrouve à la caisse, je ne peux rester sur place puisque je dois bouger pour ne pas m'évanouir. Donc c'est elle qui paye à la caisse. J'ai perdu 6 mois, 6 mois, parce qu'on m'avait dit il n'y a pas de cuivre dans l'amalgame dentaire. Et après ces 6 mois, j'ai une conviction forte. Il y a du cuivre dans ces amalgames dentaires. À ce moment-là, une des patientes, parce que j'ai toujours essayé de continuer à travailler entre 2 évanouissements, je dirais, j'ai juste la force qu'il me fallait. Une patiente me dit, il y a un dentiste, pas loin de chez nous, qui connaît le domaine des amalgames dentaires et qui en effet est contre l'amalgame dentaire. Il est capable de vous les enlever. Et je suis allée chez ce dentiste. Malheureusement, ce dentiste n'avait pas les notions que nous avons aujourd'hui pour déposer les amalgames dentaires. Et chaque fois que l'on fraise un amalgame dentaire, du mercure
s'échappe sous forme de méthylmercure, qui est un mercure organique, c'est-à-dire un mercure fantomatique. Le corps ne le reconnaît pas comme corps étranger et il ne l'élimine pas. Ce dentiste va me fraiser mes amalgames dentaires sans précaution. Il voit mes réactions. Dès la première dent, je fais progressivement un arrêt de fonction rénale. Cette première dent avait une infection. Et lorsqu'il y a infection plus et mercure et métaux lourds, plus tard je comprendrai que c'est extrêmement grave. Je ferai là-dessus une encéphalite, des maux de tête terribles, des déplacements de champ visuel. Ma main droite commence à se recroqueviller, à s'épaissir. La perte de sensibilité devient importante. Un matin et durant 2 jours, je me retrouve avec une mâchoire pendante à droite. La fonction rénale diminuant, je sais ce qui m'attend, la dialyse. Et je ne veux pas de cela parce que je sais aussi ma réactivité. Et je sais que si mon corps a combattu toutes ces années, il n'était pas prêt à recevoir des médicaments chimiques. Je voyais mes intolérances de toute façon à tout produit chimique. Je l'avais vu lors de ma 2e grossesse, des chutes de tension épouvantables. À 52 sur 20. À 50, on pourrait faire l'arrêt cardiaque. Et on m'avait donné un médicament et ça m'a fait l'effet inverse. Donc, tout médicament chimique me faisait des réactions inverses. Et c'est là que j'ai prié à nouveau. J'avais logé, quelques années auparavant, un jeune Angolais, réfugié, dont l'oncle était médecin au Brésil. Et le Brésil, au niveau médical, avait été envahi par le Japon. Et il m'avait dit, va au Portugal, il y a une machine magnétothérapeutique qui pourrait sauver tes reins, qui pourrait te sauver, plutôt. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas de problème de rein. Et il m'avait donné des documents scientifiques. Je lui avais dit, j'ai besoin de comprendre les choses. Je veux garder cet esprit de recherche scientifique. Alors, donne-moi, s'il te plaît, des documents scientifiques. Et il m'a donné des documents scientifiques. Et ce n'est que 2 ans plus tard, lorsque mes reins commençaient à diminuer de la fonction, que je me suis dit, là, je vais perdre la vie. Et j'ai prié. Et en pleine nuit, je suis réveillée. Lis ces documents scientifiques, mais je n'arrivais pas bien à lire. Toute la journée, j'avais des difficultés. J'essayais de lire. Mes idées étaient confuses. Mais tout à coup, j'ai su qu'il fallait que je prenne ces documents. Et je les ai lus en croix, tout en anglais, en croix. Et à la fin, j'ai dit à mon mari, je dois partir au Portugal dans cette machine. C'est elle qui va pouvoir sauver mes reins. J'avais pris 11 kilos en 1 semaine et demie. Heureusement, rien que de préparer les bagages, mes reins ont arrêté de fonctionner complètement. Je vomissais tout ce que je buvais. J'ai dit à mes enfants, nous partons en vacances au Portugal. Je ne sais comment j'ai eu cette force-là. Elle ne venait pas de moi. Et nous sommes arrivés au Portugal. Et heureusement, la clinique a été ouverte pour moi à 10 heures le soir. Ça faisait 36 heures que je n'avais pas uriné. Et en 48 heures, on sait que le patient peut partir dans un coma. Nous avons eu multi-aventures dans cette clinique. Nous avons été bien accueillis. Nous sommes restés 3 semaines là-bas. Et c'est là-bas que l'encéphalite aussi a guéri, au travers de cette machine. Malheureusement, mes jambes, la fonction de mes jambes diminuait de plus en plus. La marche, je marchais de moins en moins bien. Mais malgré tout cela, malgré le fait que la sensibilité, la motricité diminuait, les 5 sens, l'ouïe baissait de plus en plus. La vue, par contre, était récupérée grâce à la dépose des amalgames dentaires. Nous avons persévéré dans cette dépose, nous avons mis 1 année et demie pour déposer. Une jeune fille a été déposée dans les mêmes conditions que moi. Elle est encore aujourd'hui dans le coma. Je faisais moi-même des comas de 48 heures. Des amis sont venus me chercher, me porter. Des semi-comas. Et entre deux, je m'occupais de mes enfants. C'est comme si à chaque fois, j'avais absolument juste la force qu'il fallait, juste au bon moment. Et un jour, que je ne sentais plus du tout mes jambes, que je perdais les urines, nous étions en vacances, mon mari et moi. Et je voyais mon mari partir se baigner avec mes enfants. Et j'ai pleuré. Mais je me suis dit non, tu n'as pas le temps de pleurer. N'utilise aucune énergie
pour toi. Il y en a d'autres qui sont en train de souffrir. Il y en a d'autres qui sont en train de vivre ce martyre. Alors écris. Et le protocole est sorti. Le protocole de fraisage des amalgames dentaires est sorti très rapidement. J'avais fait tant de recherches entre deux. Un ami indien m'avait beaucoup aidé. Il avait fait aussi des recherches de son côté. Et il m'avait dit, si tu veux t'en sortir, tu dois taper plus haut. Crée une société. Et je ne comprenais pas créer une société. Je ne voyais pas pourquoi. Et j'ai créé une société. Ce n'est même pas moi qui l'ai créée. C'est mon mari et lui. J'étais allongée par terre, à moitié évanouie. Je revenais à moi et il me parlait. Est-ce que ça va le nom de cette société? Je ne comprenais pas. Je me disais, ils sont fous. Ils ne voient pas que je suis malade. Et entre deux, j'avais l'énergie. Je pouvais consacrer du temps à mes enfants, les éduquer sur tous les plans, leur donner le maximum, que ce soit physiquement, psychiquement, spirituellement. Et toujours dans la joie. Nous avons été portés. Le lendemain de la création de cette société, je reçois un téléphone de Suède. Encore aujourd'hui, cet homme ne sait pas comment ça se fait qu'il m'a contacté. La société n'était encore pas enregistrée. Et il me dit, écoutez, j'ai appris que vous vouliez vendre du matériel de protection lors de fraisage d'amalgame dentaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était le travail que j'allais faire. Protéger les gens mieux que ce que j'avais été protégé. Pour qu'ils ne ramassent pas, qu'ils ne récupèrent pas le mercure lors de fraisage d'amalgame. Protéger les dentistes, parce que mon dentiste allait de plus en plus mal lors de ces 1 année et demie de fraisage d'amalgame. Je sentais que psychiquement, il n'était plus lui-même. Alors je me suis dit, oui, c'est une bonne voie. Mais je ne comprends pas pourquoi cet homme m'a appelé. Nous nous sommes rencontrés à Genève. J'étais très mal. Je lui ai expliqué combien j'étais mal. Et il m'a fait, comment est-ce que vous vendriez ces canules d'aspiration? J'ai des canules spéciales qui aspirent 100 fois plus que la normale. Et j'ai dit, pour moi, c'est clair. C'est très très clair. Les médecins qui ont testé mon système nerveux et qui ont vu à quel point j'étais mal sont en contact avec des dentistes. Je vais donc contacter tous les médecins que je connais qui comprennent un petit peu le problème et je vais leur dire à quel point il est important d'aider les dentistes à protéger leurs patients. Il sort un gros carton plein de canules. Madame Kinder, je vous donne l'exclusivité en Suisse et France de ces canules d'aspiration. Je ne comprenais pas. Tout ce qui était business, c'est l'ami indien qui a parlé avec lui. Je n'ai rien compris. J'étais trop mal pour comprendre et ce n'était pas mon métier. Un ami médecin me fait un jour, c'est bien ces canules, viens, nous allons chez le dentiste. Mon dentiste, et les présenter. Et je rencontre cette dentiste, mais je ne savais pas que dans le cabinet dentaire, il y avait du mercure et je n'arrivais pas à parler. J'étais incapable de dire un mot. Et c'est le médecin qui a vendu les canules. On est ressorti de là, il me fait « Tu es nul en business. » Et je lui dis « Je sais, je suis nul. Ce n'est pas mon métier. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu tout ça. Et je sais que ça sera utile. L'essentiel, c'est que je sois utile. L'essentiel, c'est que d'autres ne vivent pas ce cauchemar. » C'est lors d'une intoxication au barium, due à des soins dentaires à nouveau mal faits. Je fus gravement contaminée au barium et j'ai vomi une diarrhée une nuit entière. C'est lors de cette crise éliminatoire, grâce au barium, que j'ai récupéré mes jambes. Ça semble aberrant. Il y a une réaction que j'ai compris plus tard, chimique, entre le barium et le mercure. Il transforme le mercure organique, donc fantomatique, en inorganique, c'est-à-dire éliminable. Il a fallu une intoxication au barium pour que je vomisse 4,5 kg en une nuit et que le lendemain je récupère les jambes. Ceci aussi a pris du temps à comprendre, évidemment. Cela faisait que 3 mois. Je me suis retrouvée avec un protocole de fraisage, un dossier information patient que je voulais laisser au peuple s'il m'arrivait quelque chose, et des canules d'aspiration. La dentiste, la première dentiste à qui j'avais présenté ces canules, m'appelle et me dit « J'aimerais que vous présentiez votre travail à des dentistes, à un groupe de dentistes intéressés à leur protection et à celle des patients. » Parmi ce groupe, il y avait une jeune femme
qui me fixait. Et à la fin, elle vient vers moi et elle me fait « Toi, tu dois aller à tel congrès, à Perpignan, il y a un congrès. Important, tu pourras vendre tout ton matériel. » Je n'avais pas grand-chose. Un dossier information patient, un protocole et des canules d'essai, des canules d'aspiration. Et nous sommes partis à ce congrès. J'étais heureuse d'avoir récupéré les jambes. Depuis 3 mois. J'ai mis 8 ans à récupérer 100% mes jambes. C'est à ce premier congrès que j'ai réalisé que nous étions seuls à faire ce travail, que nous étions seuls à avoir vécu une situation pareille et que j'avais écrit sans le savoir le premier protocole de fraisage des amalgames dentaires en français. Les dentistes le sont arrachés. Un professeur est venu vers moi. Je te le signe, il est formidable ce protocole. Tu nous as aidés. Enfin quelque chose. Nous étions submergés. Le soir avant, un homme s'était déplacé d'Écosse avec des filtres à air. Et nous avions tout ce qu'il fallait pour protéger les dentistes et les patients. À ce congrès, un scientifique, un épidémiologiste, avec lequel j'ai fait connaissance, que je connaissais parce que j'avais entendu parler de lui, mais je vais désirer le voir, est venu vers nous et il m'a dit « J'ai pu vous tester. Votre raisonnement est suffisamment scientifique pour travailler avec moi. J'aimerais être en contact avec vous. » Et nous avons gardé ce contact. Et très peu de temps après, nous nous sommes retrouvés avec lui au Parlement européen, où les ministres de la Santé, les chercheurs et les scientifiques se réunissaient pour parler de l'amalgame dentaire. Et à ce Parlement européen, l'épidémiologiste en question me dit « Evelyne, dans 6 mois, si tu ne prends pas de produits chimiques, tu vas être en chaise roulante. J'ai regardé ton dossier. Il est impossible que tu t'en sortes. » Mais je venais de sortir d'un risque grave de paraplégie. Et j'avais confiance. Je savais que dans ma vie, ce n'était pas moi qui la dirigeais. Donc j'ai laissé. J'ai prié beaucoup pour savoir que faire dans ma santé. À ce Parlement européen, j'ai pu rencontrer des gens très intéressants. Le professeur Picot du CNRS de France. Un des ministres de la Santé, toute une table qui était pour l'amalgame dentaire, semblait-il, s'est moqué de nous. Mais en sortant, il nous a donné sa carte en disant « C'est juste ce que vous faites ». Mais il ne devait pas le montrer, qu'il était d'accord avec nous. À cette table, j'ai rencontré le professeur Drache, qui a fait 2000 autopsies de morts subites d'enfants. Et ce professeur Drache, j'étais assise à côté de lui, on le voit sur l'image du reste. Je suis en rouge. Et lui, il est à côté de l'homme en bleu. Ce professeur Drache m'a annoncé ce soir-là, là où vous voyez cette image, il m'a annoncé qu'il allait sortir le lendemain son étude sur la mort subite. Et je lui ai dit c'est évident. Et je lui ai raconté mon expérience. Nous avons rencontré les personnes qui ont mis au point les canules d'aspiration. Puis plus tard, je me suis retrouvée au Mexique avec des personnes qui ont pris connaissance de ce protocole, de cette information aux patients. Des Canadiens qui nous ont beaucoup aussi soutenus. Des personnes comme le docteur Huggins, qui avait 35 ans d'expérience dans le domaine des métaux lourds, qui était un ancien sclérosé en plaques en chaise roulante, qui était convaincu du travail que l'on faisait. Et j'ai pu apprendre encore de lui. Et j'ai pu visiter sa clinique. Et j'ai vu toutes les précautions qu'il avait prises pour fraiser les amalgames dentaires. J'ai été encouragée par ces scientifiques, par ces chercheurs, par ces dentistes. J'ai rencontré des cardiologues aussi, des gastro-entérologues qui faisaient les liens entre métaux lourds et les différentes pathologies, des ophtalmologues. Puis il y a eu le Quid, une encyclopédie française qui m'a appelée et qui m'a dit « Est-ce que vous pouvez changer la définition de l'amalgame dentaire ? Nous pensons que maintenant, vous êtes les mieux à même de changer cette définition. » Et nous avons changé cette définition qui passait de non dangereux à très dangereux. Puis il y a eu des recherches. Tout ce que je recevais n'était pas suffisant. Il y a eu des recherches au niveau ostéopathique. J'avais perdu 9 ans avec Esther,
pour comprendre que depuis cette chute, elle avait déclenché ce strabisme, pour comprendre qu'une cervicale était tournée tellement que normalement elle n'aurait pas pu tenir quelque chose dans sa main, ni marcher. C'était un miracle qu'elle puisse marcher. Et je me suis fait former par des patients qui étaient eux-mêmes professeurs en éthiopathie, en ostéopathie. Je dirais Dieu m'a amené ces personnes pour des soins dentaires. Je me suis formée dans la biocompatibilité dentaire. 8 ans de cabinet dentaire, 1 fois par mois, pour vérifier les conséquences sur la santé des patients, sur leur état psychique, physique, spirituel. J'ai cherché. Je suis partie en Turquie. Nous avons été amenés en Turquie, littéralement, pour une technique crânienne. Et aujourd'hui, je peux dire que tout ce que j'ai appris est un ensemble qui me permet d'adapter à chaque patient. Mais ça a été un apprentissage d'une rapidité extraordinaire. C'est comme si j'avais toujours des réponses à mes questions, constamment. Et comme si je n'étais jamais satisfaite, tant que les patients, tous mes patients ne faisaient pas de progrès. Si un patient n'avait pas fait suffisamment de progrès, ma question était pourquoi? Les mêmes pourquoi que je m'étais posées depuis petite, les mêmes pourquoi que je m'étais posée en milieu hospitalier, pourquoi ces pathologies ou pourquoi cette maladie immunitaire? Ces mêmes questions que j'avais posées, qui étaient sans réponse. Petit à petit, j'ai reçu ces réponses d'une manière large. Et aujourd'hui, je travaille sur l'équilibration, sur la musculature, sur les ligaments, sur les tendons, mais surtout aussi sur la toxicité en même temps. Et tout ce travail de fourmi, effectué dans l'ombre, je dirais, pendant des années et des années, aujourd'hui, me permet de vous dire à quel point je suis reconnaissante de voir que depuis 4 ans et demi, aucun patient n'a pas progressé d'une manière ou d'une autre. Des cas d'autisme, des familles brisées par la maladie. Mon plus grand réconfort, c'est de les voir se réunir à nouveau au travers des soins. Mon plus grand réconfort, c'est de voir le sourire dans le regard d'un enfant qui a souffert. De voir un enfant qui ne pouvait pas parler, qui se met à parler. La demi-vie du mercure est de 25 ans. Nous n'éliminons que la moitié du mercure en 25 ans. Mais au travers des soins, nous voyons les progrès de nos enfants. Aujourd'hui, je peux remercier Dieu pour tous les progrès qu'elles ont faits sur tous les plans. Au niveau neurologique, au niveau intellectuel. Il y a encore du travail. Ça a été les cas les plus graves que j'ai soignés. Disons, les plus graves non, mais les plus difficiles à soigner. C'est grâce à elles que j'ai pu faire des recherches, comprendre le pourquoi. Et je reste reconnaissante à tous ceux qui ont compris ou qui ont essayé de comprendre. Aujourd'hui, j'ai reçu même, depuis quelques mois, des appels touchants de personnes qui se sont carrément excusées alors qu'ils ne m'ont pas créé de tort, mais qui avaient eu des pensées négatives vis-à-vis des problèmes que nous avions et qui aujourd'hui demandent de l'aide. Aujourd'hui, un passé douloureux a été transformé en quelque chose, en une véritable source d'eau pour nous-mêmes et pour d'autres. Il y a un grand travail à faire dans la toxicité. Lorsque j'ai des cas dits psychiatriques même, je suis très prudente. Je reste très prudente. Parce que qui sommes-nous en tant que professionnels pour juger avec nos limites, pour juger du psychisme de l'autre? Il n'y a rien de scientifique. On demande dans la toxicité de prouver, de prouver, de prouver. Nous avons des preuves. Nous avons suffisamment de preuves au niveau toxicité. De plus en plus. Au niveau électromagnétique, au niveau chimique. Mais au niveau psychologique, nous n'avons aucune preuve scientifique. Je ne m'intéresse essentiellement qu'à des patients dont la médecine ne sait plus que faire, qui ont des douleurs diffuses, qui souffrent,
des maladies immunitaires dont on n'a jamais connu les causes. Et le travail n'est pas de soigner, le travail c'est d'enseigner à comprendre son corps. Mon travail est d'enseigner à aider le patient à savoir ce qu'il faut faire, à quel moment, selon ses réactions. L'adaptation est quelque chose de merveilleux. L'observation, cet esprit d'observation qu'on nous a tant enseigné à l'école d'infirmière, puis après en posturologie, j'essaye de le partager avec les patients que je suis. Et je suis reconnaissante, encore, pour les scientifiques qui m'ont soutenue, qui m'ont beaucoup appris, qui sont venus ici même se faire soigner. Et en échange de ces soins, m'ont appris énormément. Je souhaite que ceux qui regardent cette vidéo ne se découragent jamais s'ils ont des problèmes quelconques, de santé ou psychologiques, qu'ils butent toujours contre les mêmes barrages, qu'ils ne craignent pas, qu'ils cherchent, qu'ils ne se découragent pas, surtout. Et pour ceux qui sont croyants, qu'ils laissent Dieu leur dire que faire, leur montrer où aller. Et en conclusion, je voudrais donner une pensée que Schopenhauer, un philosophe, avait donnée. Toute vérité passe par 3 étapes. Elle est d'abord ridiculisée, combattue violemment, puis acceptée comme une évidence. Et nous en sommes maintenant à cette 3e partie, qui est la plus passionnante.